Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons devoir parler du débat sur le dialogue. Est-ce que le dialogue devrait avoir lieu ou pas? Et quelles sont les raisons si celui-ci devrait avoir lieu? Alors, partant de ces débats, je dirais bien que la majorité des personnes, excepté ceux-là qui sont du côté de la mouvance présidentielle ou sinon de la mouvance de la majorité qui est au pouvoir, la plupart des gens sont presque unanimes, disons que il est vraiment important que nous ayons un dialogue en République démocratique du Congo. Et pour moi, je dirais que nous puissions profiter de cette situation pour essayer, tout du moins, de donner une vision claire au pays et au-delà des partis politiques. Plusieurs personnes sont tentées de dire cela qui sont opposées, du moins, sur ces dialogues, disant que nous avons eu plusieurs dialogues et que cela n'a abouti à rien. D'ailleurs, la plupart de ces dialogues avaient pour conséquence le partage de pouvoir entre les politiques et autres. Mais je pense qu'il est aussi très important que nous puissions savoir définir ce dont on va parler dans ces dialogues-là. Parce que, comme d'ailleurs le rapport de la 5NCC qui a eu à proposer ces dialogues, ailleurs les dire, il serait d'abord très important, avant de devoir voir le futur du pays, que nous puissions premièrement voir les causes qui ont fait en sorte que les dialogues passés puissent échouer et ce qui a fait en sorte que nous puissions arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Parce qu'il faut les reconnaître aussi. Je ne dirais pas aujourd'hui que tout ce que nous vivons en République démocratique du Congo concernant la crise sécuritaire de l'Est du pays et concernant tout ce qui se passe, c'est de la faute du président Tshisekedi, mais il en a aussi une grande part des responsabilités parce que nous devons nous le dire. Il n'y a pas très longtemps ici, Félix Tshisekedi a eu à prendre des décisions qui, pour moi, je pense qu'allaient à l'encontre des intérêts nationaux. Mais il a eu à prendre ces décisions-là parce qu'il voulait en quelque sorte affaiblir quelqu'un, et ici en l'occurrence Joseph Kabila, affaiblir son influence. Il a eu à libérer les combattants qui ont été condamnés sous les règnes de Joseph Kabila, les combattants de M23. Il a eu à se rapprocher de Paul Kagame, sachant l'histoire du pays en vis-à-vis de ces pays-là et sachant en plus de cela les véléances que Paul Kagame a envers la République démocratique du Congo sur ses ambitions expansionnistes. Ce n'est pas une autre personne qui est là, mais c'est la même personne. Donc, plusieurs personnes étaient en train de fustiger cela, mais lui, il les faisait parce qu'il voulait affaiblir aussi de l'autre côté l'influence de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, ça s'est retourné en quelque sorte contre le pays. Aujourd'hui, où on parle, la situation semble avoir une issue à travers les pourparlers qui s'effectuent, que ce soit au niveau de Washington et au niveau de Doha, avec les M23. Et je pense que si ça se passe comme ça, c'est parce que, en quelque sorte, le président de la République, c'est Félix Tshisekedi, est un peu contraint de pouvoir dialoguer afin de trouver une issue par rapport à la situation parce qu'il était en train de perdre le contrôle des zones territoriales du pays. Il était en train aussi de perdre en influence un peu. Donc, son pouvoir était en quelque sorte menacé parce que les rebelles étaient en train de mettre les caps vers Kinshasa. Alors, sur ces, je pense que quand on regarde bien, il y a un peu comme un péché d'orgueil qui est en train de ronger la scène politique congolaise. Et sur ces, je dirais que Félix Tshisekedi doit devoir éviter cette situation par rapport au dialogue interne qui est demandé, parce que il ne doit pas seulement être acculé au niveau interne pour qu'il puisse se sentir obligé de convoquer ces dialogues-là. Parce qu'aujourd'hui, il s'est dit que il n'y a pas vraiment une force comme telle au niveau interne qui puisse m'obliger à aller dans ce dialogue-là, parce que si j'y allais,
je mettrai à mal au moins les ambitions de renouvellement peut-être des constitutions en voulant se représenter après 2028 et quelque chose de pareil. Donc, du coup, il est en train de prendre du temps pour prendre de plus en plus de galops et contrôler de plus en plus les terrains afin que s'il arrivait qu'il puisse convoquer ces dialogues-là, qu'il puisse y aller en position vraiment de force. Et je pense que s'il calcule de cette manière-là et non pas calculer premièrement nation, ça sera une mauvaise chose parce que on peut risquer dans les jours à venir que nous puissions nous retrouver dans des situations de mort dans la capitale parce que les gens sont tentés de contester contre telle ou telle autre décision au lieu de sauver ce qui peut être sauvé ici des vies des Congolais. Et parlant de dialogue, je pense que parmi les points à aborder, il y a premièrement la gouvernance des institutions. Il faut les reconnaître que nos institutions ne sont pas bien gouvernées et en plus de cela, le principe fondamental qui devrait régir le fonctionnement de ces institutions, s'agissant ici de la séparation des pouvoirs, n'est pas du tout garanti parce qu'on assiste de plus en plus à une concentration du pouvoir au niveau de l'exécutif. Oui, il faut se le dire, parce qu'actuellement, l'exécutif contrôle les faits et gestes même des parlementaires. Aujourd'hui, ils veulent contrôler les fonctionnements des assemblées provinciaux à travers d'ailleurs le décret qui a été, pas le décret, à travers une lettre, une recommandation qui a été faite aux assemblées provinciales de ne plus, aux assemblées provinciales de ne plus pouvoir lancer des motions de censure et autres. Donc, vous voyez, il y a une sorte de concentration de pouvoir qui se passe, qui fait en sorte que il n'y a plus l'équilibre. Et quand il y a une concentration du pouvoir, il n'y a plus de démocratie. Et quand il n'y a plus de démocratie, vous verrez que les décisions sont pour la plupart des cas prises à l'encontre même de l'intérêt du peuple parce que il y aurait une tendance à prendre des décisions pour protéger un clan, pour protéger ceux-là qui sont au pouvoir. Et c'est ainsi que ça se passe de plus en plus à travers même des scandales qui sont actuellement révélés des jours les jours. Donc en parlant de réforme de la dépense, en parlant de réforme de gouvernance et institutions, il y a premièrement la réforme de la dépense publique et transparence budgétaire, renforcer les mécanismes de contrôle citoyen et parlementaire sur les finances publiques. Je parle ici du contrôle citoyen parce qu'à ce jour, le contrôle est exclusivement parlementaire. Cependant, les initiatives citoyennes ne sont pas vraiment prises en compte comme telles. Il y a plus des alertes par-ci, par-là, mais sinon, ça n'a aucune conséquence. Or, le Parlement, on le sait très bien qu'aujourd'hui, le Parlement est vraiment contrôlé par le gouvernement central, par l'exécutif, qui dicte même qui faire tomber ou qui ne pas faire tomber, qui protéger et qui n'est pas protégé. C'est la réalité malheureusement qu'on est en train de vivre. Et ça, il faut vraiment qu'on puisse arriver à réformer de ce côté-là parce que l'argent du pays sort de manière incontrôlée et sans pour autant que ces gens-là qui sortent l'argent du pays ne puissent en rendre les comptes. Donc, il serait très important que, du point de vue citoyen, que le pays, que les citoyens congolais, le peuple, puissent aussi avoir directement un droit de regard et un droit dissuasif par rapport à cela parce que, il faut se le dire, les parlementaires ont failli à leur mission. Parlant toujours de gouvernance et institutions, le deuxième point, c'est la décentralisation et la gouvernance locale. Donner plus de moyens aux provinces et collectivités pour gérer les ressources provinciales. Aujourd'hui, la plupart des décisions pour les administrés, vous allez vous rendre compte que la plupart des décisions doivent provenir d'en haut pour descendre en bas. Donc, ils sont contrôlés en majorité
au niveau national, alors que les niveaux locaux devraient normalement servir de base pour ces gens-là de devoir diriger. Parce que c'est comme un apprentissage qui se fait. Quand tu diriges déjà bien au niveau local, tu fais tes preuves, tu auras plus la facilité de diriger au niveau national parce que tu as une certaine, comment est-ce qu'on appelle ça, tu as une certaine maîtrise. Aujourd'hui, quand on regarde les États-Unis, la plupart des hommes politiques, la plupart des administrants qui sont là, ils ont eu à faire carrière. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gouverneurs, ils ont d'abord été maires et en plus, ils ont eu à gravir les échelons en devenant gouverneurs et par après, ils deviennent des sénateurs. Et c'est comme ça. Ils ont acquis une certaine expérience par rapport à leur parcours. Alors que chez nous, au niveau de la République démocratique du Congo, même lorsqu'on fait ces parcours-là, on les fait sous les ordres. On n'arrive pas à appliquer son empreinte personnelle dans tout ce qu'on fait dans sa gouvernance. Et d'ailleurs, c'est ce qui retarde même le développement local à la base parce que pour certaines questions qui devraient être traitées de manière rapide au niveau local, on devrait d'abord attendre les décisions au niveau national pour venir, parce que pour par exemple la réhabilitation des routes, certaines routes sont dites que ce sont des routes nationales et que la décision de la gestion de ces routes-là devrait provenir au niveau national. Pour moi, je pense que ce n'est pas vraiment important. Normalement, toutes les routes qui regorgent une province donnée devraient être gérées par le gouverneur et son gouvernement, de sorte que lorsqu'il y a un problème, ils ont cette faculté-là d'intervenir directement. Ce qui fait que chaque province, avec des états de route fonctionnels, devrait être en mesure de relier une province avec une autre. De cette façon-là, vous verrez qu'il y a une certaine connexion qui s'établit entre les provinces et c'est ce qui relie l'ensemble du pays. Donc, on doit pouvoir donner plus de pouvoir au niveau local et c'est pourquoi d'ailleurs la plupart des personnes, et je suis de ces gens-là, qu'on devrait normalement passer à un État fédéral afin que ces gens-là, au niveau local, puissent avoir plus de pouvoir. Parlons toujours de gouvernance et institutions, il y a la justice et la lutte contre la corruption. La justice, c'est un problème vraiment très sérieux en République démocratique du Congo. Et lorsqu'on voit le président de la République reconnaître de lui-même qu'il y a un problème sérieux de justice en République démocratique du Congo, cela doit sonner comme une alarme. Cependant, on doit aussi reconnaître que les gouvernants qui sont en place bénéficient de cette injustice et de cette justice malade. Parce que, en réalité, ce sont eux qui rendent la justice du pays malade. C'est ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, la justice, elle est contrôlée par l'exécutif. C'est vrai, plusieurs personnes, en le disant, vont devoir dire que c'est faux et qu'il y a une indépendance. Mais il y a une indépendance sur papier. Mais dans la pratique, cette indépendance-là n'existe pas entre la justice et le gouvernement. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui contrôlent la justice. Et d'ailleurs, je vais revenir sur cette question de justice dans une autre vidéo pour pouvoir donner un peu de pistes et de solutions par rapport à cela et de rendre la justice beaucoup plus indépendante, que ce soit au niveau local, c'est-à-dire dans des cours et tribunaux dans leur fonctionnement, mais aussi au niveau, entre guillemets, national, parlant du conseil des magistratures et autres vis-à-vis de l'exécutif, parce que c'est ce dont souffre le pays actuellement. Et le deuxième gros point à aborder durant le dialogue, c'est l'économie et finances. Parlant de l'économie, il y a diversification économique, réduire la dépendance aux mines en développant l'agriculture, l'industrie locale et les services. Aujourd'hui, la plupart des
gouvernements qui passent, la plupart des régimes qui passent, martèlent sur l'effet que l'agriculture devrait réoccuper une place centrale. Malheureusement, aujourd'hui, on vit plus sur base des minéraux que l'agriculture, alors qu'auparavant, c'était le contraire. Et c'est pourquoi le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu à parler de la revanche du sol sur le sous-sol. Mais en réalité, la revanche du sol sur le sous-sol devrait être organisée premièrement au niveau local, établir sur base des données de l'agriculture, sur base de type de sol, sur base des climats et données, cet ensemble de données-là, déterminer par province, par coin, quelle est cette agriculture sur laquelle devraient se concentrer les gens qui s'y trouvent. Par exemple, on peut prendre la province du Congo central pour les cafés. Donc, on détermine de cette manière-là, de sorte que chaque province est focalisée sur une agriculture donnée. Chaque territoire est focalisé sur une agriculture donnée et cet ensemble de concentrations des agricultures par la division fera en sorte que nous puissions relever les niveaux de l'agriculture au pays. Cependant, cela ne se fait pas. On lance des projets par-ci, par-là, on éparpille. Il n'y a pas une vraie vision de l'agriculture au pays. Il n'y a pas, au fait, un plan cohérent, un plan national sur l'agriculture. Ça n'existe pas. C'est ça qui manque au pays. On ne peut pas parler de l'agriculture nationale, mais sans qu'il y ait un plan à suivre, comptassé. Et toujours dans l'économie et finances, on va parler de l'attractivité des investissements, améliorer le climat des affaires, sécuriser les contrats et infrastructures pour attirer les investisseurs. Je pense que dans l'amélioration du climat des affaires, il y a quand même plusieurs réformes qui sont en train d'être prises par rapport à cela et ça va quand même de ce côté-là du bon côté, bien que la justice fait encore défaut parce que c'est la justice qui devrait sécuriser sur le plan juridique les investisseurs qui viendront parce qu'ils devraient se sentir sécurisés du fait que sur connaissance de la loi nationale, on peut faire ceci et cela et on sera protégé vis-à-vis de la loi. Mais tant que la justice est encore instrumentalisée, rien de tout cela ne fera garantie auprès des investisseurs sérieux qui pourront venir en République démocratique du Congo, à moins qu'ils soient protégés par leur pays, leur pays d'origine. Toujours dans le cadre de l'économie et finances, il y a les réformes fiscales et douanières à mener. Il y a quand même des réformes qui se poursuivent aussi dans ce secteur parce que d'ailleurs, actuellement, à partir du 1er janvier, on va parler plus des impôts sur les personnes physiques, des impôts sur les revenus des personnes physiques et puis les impôts des sociétés, IS en sigle. Donc, on va regrouper ces impôts-là. Cependant, il y a quelque chose de très important qu'on doit savoir mettre en exergue sur ces dossiers. C'est le poids de la fiscalité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, au niveau national, on peut réduire ces poids-là, mais au niveau provincial, c'est encore un poids lourd. Ce qui fait en sorte qu'au niveau national, cela peut sembler un coût moins. Cependant, quand on rassemble les coûts des impôts et taxes au niveau national et au niveau provincial, ça devient beaucoup et ça ne nous rend pas compétitifs vis-à-vis des pays frontaliers avec lesquels on est. Donc, les réformes ne doivent pas seulement se limiter sur la facilitation, la compréhension de la fiscalité congolaise parce qu'il faut les reconnaître que c'était vraiment très compliqué parce qu'il y avait plusieurs impôts à payer à la fois et des fois les hommes d'affaires s'y perdaient. Mais cela aussi doit se recentrer sur la diminution des impôts parce que c'est un poids énorme pour les entreprises en République démocratique du Congo. Alors, nous allons passer sur un autre point, s'agissant de la sécurité et de la cohésion sociale. La paix et la réconciliation est un pilier très, très central.
Aujourd'hui, on remarque en fait, dans plusieurs communautés, plusieurs personnes se sentent avant tout appartenir à une tribu ou à une communauté donnée avant même d'être congolais. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. Et c'est ce qui fait en sorte que des fois, ça pousse à attiser les antivaleurs, qu'on puisse défendre parfois certaines choses qu'on ne devrait pas défendre parce que on commence d'abord à se positionner du point de vue tribal, du point de vue ethnique. Et c'est ce qui attise parfois le feu entre les communautés. Parce que chacun veut protéger celui qui est de son côté du point de vue de la communauté. Alors que dans ce sens-là, on va plus droit au mur. Au lieu de construire la cohésion nationale, on est en train de se diviser et on construit un peu les discours, parfois de haine, s'il faut le dire ainsi. Et c'est ce qui permet à certaines personnes qui ne sont pas de bonne foi de manipuler aussi ces discours-là afin de se présenter comme étant de marginalisés, alors que quand on regarde dans le fond, ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est pourquoi, pour moi, je pense qu'il est très important qu'on puisse insister sur le fait qu'on est une nation avant d'être une tribu, avant d'être une ethnie quelconque. On est d'abord une nation. Ce qui fait en sorte que le pays passe avant tous les restes. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment travailler, de sorte que nous puissions un peu dissiper cet assentiment-là de pouvoir appartenir à tel coin vis-à-vis de l'autre, alors qu'on est tous des Congolais et qu'on devrait travailler dans le sens d'aller de l'avant ensemble et travailler pour le pays et faire passer les intérêts nationaux au devant de nos intérêts ethniques ou sinon partisans, si je dois le dire ainsi. Et c'est tout cela qui va faire en sorte que cela puisse booster un peu le développement social. Alors, lorsque vous voyez, en gros, j'ai eu à parler de plusieurs points. Cependant, si je dois aborder tous les points comme l'éducation qui doit aussi être réformée, comment on doit devoir repenser notre façon d'enseigner, repenser l'intellect congolais, je pense que tout cela devrait nous prendre plus de temps. Mais quand on prend tout cet ensemble-là, cela devrait être piloté par le ministère du plan, qui pour aujourd'hui, c'est un ministère qui existe seulement de nom, qui a été d'ailleurs scindé dans ses compétences parce qu'il faut aussi donner de la place à tel ou tel autre. Mais quand on regarde par exemple en Chine, c'est l'équivalent en fait qu'on appelle le CNDN. C'est un ministère, si je dois l'appeler ainsi, c'est un ministère très important, très capital, et c'est ce qui détermine même le budget accordé à tel ministère, quel budget accordé au ministère de l'enseignement supérieur, quel financement accordé aux universités. Donc, il gère la politique nationale du pays parce que c'est ce ministère-là qui a une vision globalisante du pays. Mais chez nous, nous n'avons pas de vision globalisante. Et c'est parmi les points qui ont été proposés par le père de l'Église de la République démocratique du Congo, qu'on doit avoir une vision à long terme. On ne doit pas seulement se résoudre au niveau de résolution des problèmes du passé, étudier pourquoi les dialogues du passé n'ont pas su faire prospérer les pays, mais aller au-delà. Lorsqu'on décèle les problèmes du passé, on trouve des pistes de solutions et on donne une vision commune à la République démocratique du Congo, de sorte que nous puissions suivre cette vision-là, quelle que soit la personne qui sera comme président dans les jours à venir. Et c'est ce qui nous manque, une vision commune pour les pays. Les pays qui ont de l'ambition, c'est la première des choses qu'ils font. Et c'est ce qu'a eu à faire la Chine. C'est pourquoi, pour moi, je dis, on ne doit pas aller au dialogue juste pour partager les pouvoirs, mais on doit aller au dialogue pour réfléchir Congo dans son histoire et Congo pour son futur.